C'est l'engin spatial le plus rapide qui ait jamais quitté la Terre. En janvier 2006, il entame un marathon de 9 ans et près de 4,8 milliards de kilomètres jusqu'à un objet céleste mystérieux aux confins du système solaire. Y a-t-il une activité ou est-ce complètement gelé? Les ingénieurs n'ont pas droit à l'erreur. L'ambiance risque d'être un peu tendue. Malgré les dangers, Si New Horizons entrait en collision avec un corps, même aussi petit qu'un grain de riz, ce serait fichu. c'est un nouveau chapitre de l'exploration spatiale qui s'écrit. On est tombé sur une mine d'objets fascinants pendant cette mission. La destination de cette sonde, Pluton et la ceinture de Kuiper. Une fusée Atlas V s'apprête à décoller pour une mission très spéciale. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Voici New Horizons, en route pour le dernier des 9 plus grands objets du système solaire, la planète naine Pluton. La sonde a été mise en hibernation pendant près des 2/3 de son odyssée. Tous les instruments qui ne sont pas essentiels à la navigation et au contrôle du vol sont éteints. Cela permet d'économiser les batteries et de limiter l'usure du matériel. New Horizons a ainsi été mise en sommeil à 18 reprises depuis son lancement. Des siestes qui ont duré entre 36 et 202 jours à un rythme moyen d'environ 2 par an. À chaque mise en sommeil, la sonde envoyait un signal hebdomadaire à ses amis sur la Terre afin de les rassurer sur son sort. C'est aujourd'hui la dernière fois que New Horizons s'endort avant sa mission historique. Jamais encore on a survolé et exploré un objet céleste comme Pluton. Jamais encore on a été aussi loin, puisque cet objet se trouve à près de 4,8 milliards de kilomètres de la Terre. C'est un corps qui a relativement peu évolué depuis la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Pluton est un concentré de temps géologique. Pluton est capital pour comprendre la création de notre système solaire. En effet, parmi les questions essentielles que se posent les astronomes du XXIe siècle, il y a celle de la formation du système plutonien. Un élément de réponse pourrait être apporté par sa lune XXL, Charon. D'un diamètre d'un peu plus de 1200 km, le satellite a une masse d'environ 1/10 de celle de Pluton. Des données qui donnent à penser que la naissance de celle-ci a été d'une grande violence. Les meilleures simulations numériques actuelles montrent que Charon est le résultat d'une collision titanesque il y a des milliards d'années entre Pluton et une autre planète aujourd'hui disparue. Les débris éjectés en orbite par le choc se seraient accrétés pour former Charon et probablement les autres satellites. Pluton se situe à la limite interne d'une région immense à la périphérie du système solaire. Une région remplie de gigantesques blocs de glace et de roches, dont certains aussi grands que la planète naine elle-même. Il est très probable que ces corps glacés soient, comme Pluton, des objets qui se sont formés en grand nombre dans le système solaire externe. La plupart d'entre eux ont aujourd'hui disparu pour une raison qu'on ignore. Ce qu'on peut encore observer sont les vestiges d'une population beaucoup plus importante. Avec New Horizons, c'est la première fois que l'homme s'aventure dans cette région lointaine du système solaire. Pluton est la première étape de la sonde qui poursuivra ensuite son voyage vers la ceinture de Kuiper. On traversera le système plutonien sur une trajectoire très rasante, puisque la sonde sera plus près de Pluton qu'aucun de ses satellites. On sera à mi-chemin entre la planète naine et Charon, sa lune la plus proche, ce qui nous permettra de vraiment pouvoir recueillir énormément de données. New Horizons a une longue liste de choses à faire, mais l'objectif de sa mission est simple. Nous renseigner sur la géologie et le relief de Pluton et Charon, déterminer la composition de leur surface et enfin analyser leur atmosphère et mesurer leur taux de perte. Quel type de relief trouve-t-on à la surface?
Y a-t-il une activité tectonique, volcanique ou que sais-je encore? Ou est-ce complètement gelé? Pluton est un objet qui est resté mystérieux depuis le jour où elle a été découverte. En 1929, un fils d'agriculteur passionné d'astronomie et qui fabrique ses propres télescopes est embauché à l'observatoire Lowell, près de Flagstaff, en Arizona. Il s'appelle Clyde Tombaugh. On le charge d'aider à localiser une planète hypothétique qui se trouverait au-delà de l'orbite de Neptune. Pour cela, il se sert d'un comparateur à clignotement, un dispositif qui permet de comparer une photo de la même zone du ciel prise lors de différentes nuits. Tout objet qui change de position n'est pas une étoile, mais une planète. C'est ainsi qu'en 1930, le jeune homme découvre la planète X. Sur la proposition d'une petite Anglaise de 11 ans, Venetia Burney, elle est baptisée Pluton, en l'honneur du dieu romain des enfers. Pendant 75 ans, Pluton sera classé comme la 9e planète du système solaire. En janvier 2006, la sonde New Horizons est lancée. Et 6 mois plus tard, une controverse éclate qui remet en question la définition même d'une planète. Suite au débat pour savoir si Pluton était une planète ou pas, elle a été reléguée au rang de planète naine. En août 2006, Pluton est donc reclassé ou déclassé, comme l'affirment de nombreux spécialistes. Une décision qui continue de susciter de vives réactions. On me parle sans arrêt de cette polémique. La première chose que je réponds, c'est qu'elle a été initiée par des non-spécialistes. Le grand public a souvent tendance à confondre les astronomes et les planétologues. En fait, ils ont très peu de choses en commun. Un peu comme un dentiste et un neurochirurgien qui ne partagent que le titre de docteur. En vérité, les astronomes ne savent pas grand-chose des planètes. Ils ne participent pas aux réunions techniques. La controverse a été lancée par des non-spécialistes, à qui on a tendu un micro. Un objet devrait être considéré comme une planète en fonction de ses propriétés, pas de sa position. Or, c'est justement à cause de sa position que Pluton a été déclassé. Son orbite coupe celle de Neptune. Et d'après la définition de l'UAI, une planète doit avoir nettoyé son orbite de tout débris. Dans la mesure où Pluton n'a pas éliminé Neptune de la sienne, ce n'est donc pas une planète. Or, selon cette règle, si on remplace Pluton par la Terre, celle-ci n'est pas une planète. Autrement dit, cette définition pose un problème. Le débat est alimenté par la découverte, au-delà de la ceinture de Kuiper, d'un nombre croissant d'objets de très grande taille, dont un au moins a un diamètre supérieur à celui de Pluton. Est-ce aussi une planète? On croyait qu'il n'y avait que 9 planètes, mais finalement, on aurait été plus proche de 900. 900 planètes dans le système solaire. Pourtant, la polémique sur le statut de Pluton est à double tranchant. D'un côté, la polémique a été très utile, en suscitant l'intérêt de nombreuses personnes pour l'astronomie et la planétologie, et en les amenant à se poser la question selon leurs propres critères. De l'autre, ce qui s'est passé à Prague en 2006 lors du congrès de l'UAI est regrettable, parce qu'il y a eu un vote. The recommendation is that we consider Pluto to be in a special class. Plus de 2500 astronomes assistent à ce congrès trisannuel de l'Union astronomique internationale. Mais au moment de voter, la plupart sont déjà repartis et moins de 17% des participants sont présents. Le problème est que ce vote n'aurait en fait jamais dû avoir lieu. Those who are in favor of Resolution 6A, which introduces this new category of trans-Neptunian objects with Pluto as a prototype. Voter n'est pas une bonne idée dans le domaine scientifique. Ça convainc beaucoup de gens que la science est arbitraire. Ils se disent que les décisions concernant, disons, l'évolution ou le réchauffement climatique ne s'appuient pas sur l'analyse de données. 237 in favor, 157 opposed.
Le Congrès n'aurait jamais dû faire ça. C'est un recul scientifique, et sur le plan pédagogique, c'est peut-être la pire erreur des dernières décennies. On a du mal à imaginer que l'exploration d'un corps céleste situé à l'autre bout du système solaire ait pu provoquer un tel émoi sur la Terre. En 2015, New Horizons est tout près du but. Mais beaucoup de choses ont changé depuis son lancement, 9 ans plus tôt. Dans le domaine de l'astronomie, on a découvert 2 autres satellites naturels de Pluton. Et on a émis l'hypothèse que la planète naine pourrait être entourée d'anneaux de débris. Pluton est maintenant droit devant. Pour la première fois de l'histoire, ce n'est plus seulement un point dans le ciel. Le 9 avril 2015, les caméras de New Horizons prennent la première image en couleur jamais réalisée par une sonde en approche du système plutonien. Même à cette distance encore colossale, on voit déjà que la surface n'est pas uniforme. Les photos prises par le télescope embarqué LORRI, entre le début et la mi-avril, à 110 millions de kilomètres, révèlent déjà des différences de teinte. LORRI consomme moins d'énergie qu'une guirlande lumineuse et prend des images en noir et blanc. L'instrument Ralph fournira en revanche des images en couleur, malgré des niveaux d'intensité lumineuse 1000 fois moins élevés que sur la Terre, et permettra de cartographier la face obscure de Pluton. Ralph est doté d'un imageur infrarouge et peut ainsi détecter les sources de chaleur. Regroupant 2 spectromètres, il peut déterminer la nature de la surface de Pluton. Enfin, la sonde est équipée de 2 autres instruments grâce auxquels nous pourrons étudier l'atmosphère plutonienne. PEPSI, qui fera office de nez et nous renseignera sur sa composition, et SWAP, qui étudiera l'action du rayonnement solaire sur cette atmosphère. 10 semaines avant le survol de Pluton, on a une meilleure définition que celle de Hubble, et ça ira en s'améliorant, ce qui contribuera à faire de ce survol non pas un petit week-end sur Pluton, mais un long séjour d'études dans le système plutonien. Avant New Horizons, c'est Hubble qui avait pris les images les plus nettes de Pluton, des images que Mark Bowie a étudiées en détail. Tandis que la sonde se rapproche de Pluton à la vitesse de près d'1 million de kilomètres par jour, les photos deviennent de plus en plus précises. Elles montrent des régions éclairées et d'autres plus sombres. Une différence due aux variations de l'albédo. L'albédo est le facteur de réflexion de la surface d'un corps céleste. Ici, on voit des structures intéressantes comme cette grande zone sombre qu'on connaît déjà depuis longtemps. Dans ces régions, la surface est recouverte d'un matériau riche en carbone qui renvoie une faible quantité de lumière. Cette région-ci est la plus lumineuse de la planète naine. C'est là que la concentration de glace de monoxyde de carbone est la plus importante. La luminosité variant au cours de la période de rotation, il y a des zones brillantes et des zones sombres. Mark Bowie a aidé les planificateurs de la mission à établir une trajectoire qui coïncide avec la grande zone brillante. Cette série de 3 photos a été réalisée par le télescope LORRI. Chaque jour, les images sont de plus en plus nettes et ne cesseront de gagner en précision au cours des semaines suivantes. New Horizons n'est plus qu'à 60 millions de kilomètres de sa destination. Tous les instruments fonctionnent parfaitement. Cette odyssée de près de 4,8 milliards de kilomètres sur quasiment une décennie est un des grands exploits de l'histoire de l'exploration spatiale. Les débuts remontent aux années 50, et les progrès technologiques ont finalement rendu le système solaire accessible. Pour paraphraser Carl Sagan, seule une génération ou 2 peuvent se targuer d'être les premières sur Mars ou sur Vénus. Les premières à explorer ces endroits qui n'étaient que des points lumineux dans le ciel, et sont devenus des mondes réels. Justement, aucun astre nouveau n'a été exploré depuis que la sonde Voyager 2 est passée à proximité de Neptune en 1989. Pluton faisait figure d'oublié de l'histoire. Alors que New Horizons se rapproche de son objectif, les astronomes font une découverte qui souligne un danger réel.
La découverte des petites lunes de Pluton nous a fait prendre conscience que, comme tous les objets du système solaire, elles sont heurtées par des petits débris provenant de la ceinture de Kuiper. Mais le processus de formation de cratères n'est pas le même que sur d'autres corps qu'on a déjà explorés. En effet, sur ces très petites lunes, la gravitation est presque nulle. Par conséquent, quand un débris creuse un cratère, toute la matière projetée hors du trou ne retombe pas sur la Lune. Éjectée à trop grande vitesse pour être retenue par l'attraction gravitationnelle, elle se place en orbite autour de Pluton. Et bien que les fragments soient trop petits pour être visibles, ils peuvent constituer un danger pour New Horizons. Compte tenu de la vitesse de la sonde, si elle est touchée par un morceau de roche, voire un caillou, ou même un débris de la taille d'un grain de riz, les dégâts pourraient être considérables. D'où notre inquiétude. Voici un grain de riz. Eh bien, même un truc plus petit que ça suffirait à endommager la sonde. Et d'ailleurs, si je le casse, vous voyez ce fragment minuscule? Même une particule plus petite que ça serait capable de la détruire. D'accord? C'est vraiment infime. Et pourtant, ça peut couper un câble ou bien casser une lentille, la puce de l'ordinateur ou le microprocesseur central. Cette petite miette suffirait à mettre fin à la mission. Une équipe spéciale est chargée de traquer le moindre débris sur la trajectoire de New Horizons. Le danger vient de tous ceux qu'on ne voit pas venir, qu'ils fassent la taille d'une voiture ou d'un grain de sable. En effet, New Horizons file à plus d'1 200 000 km par jour. À cette vitesse, le moindre choc lui serait fatal. Si elle était endommagée, la sonde pourrait devenir incapable de transmettre les données qu'elle recueille. Ou bien elle pourrait perdre sa source d'alimentation et cesser de fonctionner. Mais malgré les risques, elle a de bonnes chances de traverser sans problème le système plutonien. Les probabilités sont excellentes. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'on envoie cet engin sur l'équivalent des plages du débarquement en Normandie, où le nombre de morts a été très élevé. Le risque de collision est très faible, mais il existe quand même, parce qu'on fonce dans l'inconnu. Y a-t-il des zones à l'intérieur ou autour du système plutonien où le danger d'une collision est plus important? Charon est une sorte d'aspirateur géant qui attire toute la poussière autour de son orbite. C'est certainement une des régions les plus dangereuses qui soit parce qu'il y a des débris partout. C'est pourquoi la trajectoire la plus sûre pour New Horizons consiste à passer au beau milieu du système plutonien. Malgré cela, l'équipe reste vigilante. Si on détecte un danger potentiel, on aura la possibilité d'effectuer une manœuvre spécifique, faire pivoter la sonde de manière à ce que la parabole de l'antenne serve de bouclier le temps de franchir la zone à risque. On aimerait éviter ça pour ne pas compromettre la mission scientifique. Mais au moins, on sait qu'on a une solution pour ne pas perdre la sonde. Sur Terre, les ingénieurs vivent dans l'angoisse pendant plusieurs jours. Et soudain se produit ce que tout le monde craignait. Le contact avec New Horizons est rompu. Au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, les contrôleurs de mission tentent de comprendre. La sonde a-t-elle été touchée par un débris? Je crois que 6 ou 7 minutes après avoir reçu l'appel dans mon bureau, j'étais au centre de contrôle. Très franchement, tant que le contact n'a pas été rétabli, on n'a pas été en mesure de déterminer d'où venait le problème. Au bout de 90 longues minutes, les ingénieurs détectent un signal télémétrique, mais celui-ci n'est pas envoyé par l'ordinateur principal. L'équipe téléchargeait des instructions pour le survol et simultanément, l'ordinateur principal compressait des données. En surcharge, ce dernier a fini par s'éteindre. Les processeurs de secours ont alors pris le relais et fait basculer les systèmes en mode sans échec. Mais malheureusement, certaines données ont été perdues. On a perdu 16 photos du télescope LORRI. 4 observations en couleur effectuées par Ralph. En tout, une trentaine d'images prises pendant ce laps de temps. Mais la panne n'a eu aucune répercussion sur les travaux les plus importants.
Les équipes au sol mettent 2 jours à relancer l'ordinateur principal. Tout est rentré dans l'ordre. New Horizons est sur sa trajectoire. Tous les instruments scientifiques fonctionnent comme prévu. Et les données transmises sont fantastiques. Après 9 ans et demi de voyage, la sonde n'est plus qu'à 5 jours de sa destination principale. On reçoit énormément d'informations et on découvre des choses toutes les heures. La période d'exploration la plus importante a eu lieu sur 9 jours, entre le 7 et le 15 juillet. Pendant tout ce temps, la sonde a travaillé le plus vite possible pour effectuer le maximum d'observations. La sonde est en excellent état. Elle fonctionne parfaitement et fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Une succession de commandes préprogrammées lui indiquera quels instruments utiliser et quelles manœuvres effectuer pendant la phase où elle sera le plus proche de Pluton. Les photos transmises sont époustouflantes. Aujourd'hui, je découvre cet objet pour la première fois. Ce n'est pas une version améliorée de ma carte. C'est la photo d'un vrai monde. La transition vient de se faire. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va enfin pouvoir écarter certaines hypothèses. Il n'y a pas de cratère d'impact absolument gigantesque, comme la mer des pluies sur la Lune. Il n'y a pas ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est fabuleux d'avoir chaque jour de nouvelles photos. L'autre surprise concerne une des calottes polaires de Charon. On distingue déjà une région sombre au niveau de la calotte polaire nord. Rien ne le laissait supposer dans les données que j'ai compilées au cours des dernières décennies. L'un des pôles de Charon est sombre. On ne s'y attendait pas et on ne comprend pas pourquoi. Mais dans les prochains jours, les informations sur sa composition apporteront peut-être un début d'explication. En revanche, pour connaître d'autres détails, comme la présence éventuelle d'un relief dit en peau de melon, il faudra attendre demain. Je vais vous expliquer ce qui se passera demain, le 14 juillet. Ce soir, on va recevoir les derniers signaux envoyés par la sonde. Ensuite, quand on sera tout près de Pluton, on ne perdra pas de temps à orienter l'antenne vers la Terre, parce que quand la sonde communique avec nous, les caméras et les spectromètres ne peuvent pas être braqués sur Pluton et ses lunes. Ça veut dire que pendant à peu près 24 heures, la sonde sera entièrement livrée à elle-même. Elle ne chômera pas, puisqu'elle va mener des centaines d'observations scientifiques sur les 6 objets du système plutonien. Lors de la phase d'approche finale, New Horizons passe en mode automatique, surveillant constamment ses sous-systèmes de navigation et ses systèmes scientifiques, sa température et son voltage. Elle compresse et archive également les données qu'elle recueille. Sur Terre, le centre de contrôle grouille de monde. Tous attendent avec impatience le moment où, après un périple de 4,8 milliards de kilomètres, New Horizons ne sera plus qu'à 12 400 km de la surface de Pluton, soit son survol le plus proche de cette planète. 3, 2, 1, New Horizons and Pluto 2015! La sonde frôle la planète naine à toute allure, sans cesser de travailler. Quand elle commencera à s'éloigner de Pluton, elle poursuivra ses observations scientifiques pendant toute la journée et toute la soirée. Elle fera une pause uniquement pour communiquer avec la Terre pendant une vingtaine de minutes. À ce moment-là, elle nous enverra non pas des informations, mais un signal télémétrique. Elle transmettra des données comme sa température, son voltage, les indications de l'ordinateur, etc. Et on saura qu'on peut se détendre. Ça aura lieu à 16h30 EDT. Mais le signal qui voyage à la vitesse de la lumière mettra 4h30 pour nous parvenir et arrivera vers 21h EDT. Je respirerai bien mieux ce soir à 21h02. On a analysé les dangers potentiels. Alors quand la sonde nous enverra un signal pour indiquer que tout va bien, ça voudra dire que la partie sympa du boulot commence. On n'aura plus à s'inquiéter.
Mais on ne le saura qu'après 21 heures. Ce sera un grand moment. Pendant le laps de temps où la communication sera interrompue, le risque que la sonde soit heurtée par quelque chose sera très faible. Une probabilité sur 5000, voire sur 10 000. Donc on ne s'inquiète pas trop. Mais c'est notre bébé. Et c'est normal qu'on soit tous en attente de la transmission de 21 heures, qui nous dira que tout se passe bien. D'ici là, l'ambiance risque d'être un peu tendue, mais c'est normal. And on this mission, you learn, patience is a virtue. Especially on this one, right after 9.5 years, right? What's a few more minutes to wait for something else to happen? What's a couple of minutes? Okay. I think we can go to mission operations right now, so let's take a look inside. On the Deep Space Network. In lock on symbols. So that's the first step. You're getting data? Okay. Copy that. We're in lock with telemetry with the spacecraft. Go ahead, CNDH. CNDH is nominal status. Our SSR pointers are where we expect them to be, which means we've recorded the expected amount of data. Oh my God. Copy that. Looks like we have a good data record. We have a healthy spacecraft. We've recorded data of the Pluto system, and we're outbound for Pluto. New Horizons fonctionne parfaitement. L'équipe de la mission l'a mené là où aucun homme n'était jamais allé. Congratulate the New Horizons team and NASA on their pioneering, decade-long mission to explore the Pluto system and the Kuiper Belt. Billions of miles from Earth, this little robotic spacecraft will show us the first glimpse of mysterious Pluto at the very edge of our solar system. Enfin, les premières images commencent à arriver. Les spécialistes découvrent Pluton comme ils ne l'avaient jamais vu. La planète naine fait désormais partie du monde connu. Bon, je ne suis pas géologue, mais je fais de l'escalade et j'adore les rochers. Je skie aussi et j'adore ça. Alors, sur les photos de la surface, je cherche de la neige et des rochers. Ces images sont absolument époustouflantes. Elles sont fantastiques. On est tous surexcités. On se demande ce qu'on voit et on harcèle les géologues. C'est quoi ça? Et là, c'est quoi? Ça ressemble beaucoup à Mars, mais en beaucoup mieux, bien sûr. Il y a des zones rougeâtres, des cratères d'impact et des failles. On vient de recevoir les images haute résolution de Pluton, la plus haute résolution jamais obtenue. Les cartes de Marc Bouy ont-elles permis d'orienter les caméras de la sonde sur les régions les plus intéressantes pour les scientifiques? Ces cartes avaient prédit l'existence d'une région en forme de cœur à la surface de Pluton, baptisée région Tombaugh. Ce n'est pas un hasard si on étudie cette zone. Après l'examen de toutes les informations recueillies depuis la Terre et des observations faites par le télescope Hubble, on s'est demandé si on ne pouvait étudier qu'une seule région de Pluton de façon extrêmement détaillée, laquelle choisir. Ça a été celle-ci, la région Tombaugh. Les images haute résolution prises par le télescope LORRI révèlent de nouveaux détails. Ici, en bordure de l'immensité glacée qu'on appelle la plaine Spoutnik, on devine les traces laissées par le vent automnal. Le paysage est dominé par d'étranges tertres polygonaux qui s'étendent jusqu'au contrefort de très vieilles collines. Des glaciers constitués de glace d'azote suintent le long des parois d'un cratère érodé par le temps et se répandent dans la plaine selon un mécanisme que les chercheurs commencent à peine à décrypter. À l'équateur se dresse une chaîne montagneuse dont la présence semble incompréhensible. C'est le mont Norgay,
un massif de glace d'eau, noir et sinistre, qui culmine à plus de 3300 mètres. Ces versants escarpés tranchent l'atmosphère ténue, bravant toute tentative d'érosion. C'est un contexte où notre connaissance intuitive des phénomènes géologiques ne sert à rien. C'est tellement différent qu'on va devoir apprendre de nouvelles méthodes de gestion du paysage, en quelque sorte. Les mécanismes ne sont pas les mêmes et il va falloir étudier les indices fournis par les données. On examine ces images depuis seulement quelques heures et on a déjà beaucoup de surprises. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est d'une beauté folle. Je n'arrête pas de repenser au fait que Pluton aurait pu être très ennuyeuse. Pour moi, du moins, certains objets du système solaire ne sont rien d'autre que des grosses boules criblées de cratères. Mais pas Pluton ni Charon. On est tombé sur une mine d'objets fascinants pendant cette mission. Les lunes de Pluton surprennent tous les scientifiques. On a de grandes nouvelles. La première image d'Hydra, la lune la plus externe de Pluton, montre que Charon a été active géologiquement. Allez-y. Dans la première série de photos, il y a cette vue d'Hydra, la lune la plus externe du système plutonien. Sa forme n'apparaît pas nettement et sa couleur d'un blanc éclatant reste inexpliquée. Dans l'espace, en effet, les objets foncent en vieillissant. Pourtant, Hydra est très brillante. Bon nombre de spécialistes en déduisent qu'elle est composée de glace d'eau. Beaucoup avaient prédit que Charon serait criblé de cratères d'impact. Autant de témoignages de la formation du système solaire. C'est un vestige fossile de cette période, mais elle est repeinte à neuf toutes les semaines depuis 4 milliards d'années. Enfin, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 2 ou 3 000 ans, une nouvelle strate se dépose. Il y a donc une succession de dépôts géologiques très intéressants qu'on va creuser. Pas au sens propre, mais en étudiant les données. Ça nous permettra de comprendre leur composition et les propriétés du noyau. Découvrir les caractéristiques de Charon et de Pluton va nous demander bien plus de travail qu'on ne l'avait supposé. Les scientifiques s'intéressent particulièrement à la tache sombre qui coiffe le pôle nord de Charon. La tache sombre de la calotte polaire de Charon est un chouette cadeau de Noël, si je puis dire. C'est une belle surprise. Personne ne l'avait prédit. On a déjà une explication possible. Ce pourrait être un phénomène saisonnier. Un de ces pôles serait plongé dans l'obscurité quasi permanente et la région de cette tache refroidirait jusqu'à atteindre des températures extrêmement basses. Les nuances foncées sont causées par une mince couche résiduelle de méthane et d'éthane qui ont résisté au froid glacial. On a aussi observé une faille énorme sur un côté de Charon, ainsi qu'une montagne de près de 3000 mètres de haut, comme plantée dans un fossé. Comment est-ce possible? Il s'avère que Pluton et Charon ne sont pas aussi denses et compacts qu'on le supposait. Le matériau du fameux fossé qui entoure la montagne a très bien pu s'effondrer sous le poids de cette dernière. La chimie à la surface de Pluton est très complexe. D'après les observations à distance, la signature la plus forte est celle du méthane. L'azote est le composé le plus répandu, même si sa signature est très faible. Et il y a aussi du monoxyde de carbone. Cette carte a été réalisée grâce aux données spectrométriques fournies par l'imageur infrarouge LEISA. Les zones en violet montrent la distribution du méthane à la surface de l'astre. L'étendue lisse de la plaine Spoutnik semble contenir une des plus fortes concentrations de ce gaz. L'analyse de la majeure partie de la composition et de la densité de Pluton a montré qu'elle contenait une grande quantité de glace d'eau. Mais on ne la voit pas avec le spectromètre. Ça pourrait indiquer que l'eau est cachée et donc invisible. C'est une possibilité. Moins de 48 heures après avoir traversé le système plutonien, New Horizons est déjà à près de 2 millions de kilomètres au-delà de la planète naine. La sonde se retourne alors pour prendre une des photos les plus spectaculaires de la mission. L'atmosphère de Pluton en contre-jour. On voit Pluton et son atmosphère étendue, dont la couche supérieure s'échappe sans arrêt dans l'espace.
Des modélisations donnent une idée de la quantité de gaz qui existe sur Charon et autour de Charon. L'atmosphère de Pluton est une des plus particulières du système solaire. Largement plus étendue que le rayon de la planète naine, elle s'échappe dans l'espace. Tandis que la sonde passe vers la face sombre de Pluton, Alice observe la lumière du Soleil filtrée par l'atmosphère plutonienne. Alice est un spectromètre ultraviolet. Il va observer l'atmosphère de Pluton au moment où la sonde passera derrière l'astre et photographiera les émissions d'ultraviolet du Soleil, atténuées par les différents gaz qui la composent. Ce sera une façon géniale d'analyser sa composition chimique. Certains avancent l'hypothèse que l'atmosphère plutonienne était autrefois plus dense. On sait qu'elle a changé de façon spectaculaire ces 30 dernières années. On a mesuré la pression atmosphérique depuis la Terre en se fondant sur la variation de l'intensité lumineuse des étoiles quand elles passent derrière Pluton. Or, on a constaté qu'elle avait plus que doublé entre les années 80 et aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une plus grande quantité de matière dans l'atmosphère. Elle a pu y être injectée par des volcans ou des geysers. Ou alors, la glace de la surface est sublimée et s'élève dans l'atmosphère. C'est un de ces deux mécanismes, voire un mélange des deux. Dès qu'on aura les informations sur la composition, la température, la topographie et la géologie de Pluton, on pourra mettre en place les pièces du puzzle. Alors que New Horizons s'éloigne toujours davantage de la planète naine, le flux de données arrive peu à peu sur Terre. Les renseignements transmis concernent en grande partie la géologie plutonienne. Une fois qu'on aura dressé des cartes, on verra où se trouvent les zones brillantes et les zones sombres. Ensuite, je pourrai comparer avec les cartes que j'ai faites au fil des ans. Mais avant, je vais admirer les gros plans. 4 semaines après le survol du système plutonien, les scientifiques téléchargent de nouvelles images et découvrent des vues plus précises de la géologie de Pluton. On distingue de nouveaux détails de la région qui borde la plaine Spoutnik. Au centre de cette photo, de curieux blocs de glace d'eau dominent le paysage. Les plus petits mesurent 500 mètres de large. S'agit-il de dunes d'azote cristallisées qui ont été formées par un sirocco plutonien glacé? Ou se sont-elles au contraire figées sur place comme les dunes de sable martiennes? Descendons vers la surface en suivant le bord d'un grand cratère. La zone la plus sombre sur la gauche est la plus ancienne. Plus une surface est vieille, plus les cratères sont nombreux. En revanche, le plancher jaunâtre du cratère est plus récent. Quant à la surface blanche, il s'agit de neige d'azote fraîche. Dans le ciel, Charon veille. Mais neige-t-il réellement sur Pluton? Peut-être pas. Même sur les images basse résolution prises depuis la Terre ou faites par Hubble au cours des 20 dernières années, on a eu la preuve que l'aspect de la surface plutonienne changeait. On est certain que c'est dû à ce qu'on appelle la migration, ou le transport des substances volatiles, une façon savante de dire que la neige se déplace. D'après la modélisation informatique, c'est ce qui devrait se passer. Et c'est ce qu'indiquent les données, même incomplètes, recueillies depuis la Terre. On va donc zoomer juste au-dessus pour avoir des détails. Comment les montagnes se sont-elles formées? Sur cette image, qui couvre une zone de 120 km de large, on distingue les particularités du relief avec une résolution de 270 km. Des massifs solitaires drapés de guirlandes rougeâtres dessinent un archipel inattendu sur une mer d'azote gelée. On pense à des dunes balayées par le vent. Ces images magnifiques ont été diffusées aujourd'hui. On reconnaît un massif montagneux gigantesque. Compte tenu de sa taille, il est impossible qu'il soit constitué d'azote, de méthane ou de monoxyde de carbone. Les seuls matériaux dont il pourrait être fait qui se trouvent sur Pluton sont la roche et la glace. On pense que la roche est enfouie très profondément dans le noyau de la planète naine, tout comme la Terre a un noyau composé majoritairement de fer. Sur Pluton, le manteau qui l'entoure serait fait de glace d'eau. La glace d'eau est moins dense que la glace d'azote.
Cela explique que des collines massives de glace d'eau dérivent comme des icebergs au gré de courants lents et invisibles sur des océans d'azote gelé. Mais on ignore quelle force est à l'origine de ce mécanisme de convection. Grâce aux données nouvelles fournies par l'imageur LEISA, on a constaté que la glace d'eau était nettement plus abondante à la surface de Pluton qu'on ne le pensait. Cela laisse supposer que le soubassement gelé est recouvert d'une épaisse couche d'autres types de glaces. Des glaces de méthane, d'azote et de monoxyde de carbone. C'est un vrai mystère qui souligne le fait qu'on ne comprend pas ce type de monde glacé. Mais rien n'est plus déroutant sur ce portrait composite que les couleurs de la surface. Combinant des images prises par Ralph dans le rouge, le bleu et l'infrarouge, il montre des détails avec une résolution de 1300 mètres. Le traitement d'image permet de mieux distinguer le relief de la région baptisée Tartarus dorsa, cachée dans la pénombre. On découvre alors quelque chose qui ne ressemble à rien de tout ce qu'on a pu voir ailleurs dans le système solaire. Des alignements hérissés de crêtes étranges qui se découpent sur le ciel nocturne. Cela fait penser aux écailles d'un dragon ou à l'écorce d'un arbre. Ces crêtes ont-elles été créées par des forces d'origine tectonique, générées par la chaleur interne de la planète naine? Ou sont-elles le résultat de la sublimation de la glace sous l'effet de la chaleur du Soleil, pourtant très lointain? Il faudra retourner sur Pluton si on veut comprendre pourquoi ces mondes rocheux et glacés restent humides plus longtemps qu'on ne l'imaginait. L'explication est profondément enfouie sous le manteau, mais il est certain qu'il se passe des choses étranges. Ces lits de rivières asséchées ont-ils été creusés il y a très longtemps par des crues subites? Le plancher des cratères serait-il couvert de neige fraîche, signe précoce de l'arrivée de l'hiver plutonien? Pluton a une activité géologique plus importante et variée que je ne le pensais, et c'est très bien. De toute façon, à chaque fois qu'on explore un monde nouveau, on s'aperçoit que notre imagination n'est jamais à la hauteur. 7 semaines après le survol de la planète naine, New Horizons commence à transmettre des dizaines de gigabits de données. Mais à mesure que la sonde s'éloignera encore plus de la Terre, le débit des liaisons descendantes diminuera, passant progressivement de 2000 bits par seconde à 700. Bien qu'on utilise les plus grandes antennes paraboliques terrestres, d'un diamètre de 70 mètres, il faudra 16 mois pour récupérer toutes les informations. En 2017, New Horizons s'enfoncera dans une région encore plus lointaine du système solaire, composée de petits objets glacés. Les astronomes modernes divisent notre système en 3 zones. La première comprend les planètes internes, Mercure, Vénus, Mars et la Terre, des astres rocheux de taille modeste proches du Soleil. La deuxième est le domaine des géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Désormais considéré comme une planète naine, Pluton se trouve à la limite extérieure de cette deuxième zone. En 1951, l'astronome néerlandais Gerhard Kuiper avait prédit l'existence d'un anneau de corps glacé tout autour du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune. Cette zone immense a été baptisée la ceinture de Kuiper. New Horizons fait donc route vers sa seconde destination, PT1, un corps situé dans la fameuse ceinture. C'est un petit corps en forme de pomme de terre de 45 km de diamètre qui ressemble probablement à Hydra ou Styx, les lunes de Pluton. Le rendez-vous est prévu pour janvier 2019. À cette date, la sonde sera à 1,6 milliard de kilomètres de Pluton. Parmi les choses qu'on ignore, il y a la taille minimum des objets qui composent la ceinture de Kuiper. Or, c'est de là que les comètes naissent. Ce sont de tout petits fragments d'objets qui se sont brisés. Ils ne mesurent qu'1 kilomètre de diamètre au lieu d'une centaine. Depuis la découverte de la ceinture de Kuiper, les scientifiques comprennent mieux la formation et l'évolution du système solaire. On sait qu'au cours du premier milliard d'années de la formation du système solaire,
il y a eu toute une période où ça a été un endroit très dangereux. À ce moment-là, les planètes géantes ont migré et se sont enfoncées dans la ceinture de Kuiper primitive. Aujourd'hui, on n'en voit que les vestiges. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont sans doute dispersé au loin une bonne partie des objets qui la composaient. Ces objets éparpillés dans l'espace sont à l'origine de nombreuses collisions. Certaines modestes, d'autres plus importantes. Dans le cas de Pluton et d'une autre planète du système solaire, le choc a été cataclysmique. Cette autre planète est la Terre. Par un phénomène d'accrétion, les débris de la collision ont donné naissance à la Lune. Les astronomes ont appelé cette période le grand bombardement tardif. Le nombre de cratères lunaires témoigne de sa violence. On pense que ces collisions à grande échelle entre les planètes ont été fréquentes dans les premiers temps de la formation du système solaire. On le voit dans les modélisations. Dans la ceinture de Kuiper, on a trouvé des indices qui montrent que c'est comme ça que ça s'est passé. Le fait qu'il y en existe plus d'un exemple dans le système solaire corrobore les modèles et prouve qu'ils sont probablement corrects. Autrement dit, des systèmes comme Pluton et Charon, ou comme la Terre et la Lune, sont peut-être très répandus dans notre galaxie. D'où l'intérêt d'explorer le système plutonien. Bien qu'il soit très éloigné de la Terre et qu'il ne ressemble à rien qu'on connaisse, il pourrait être important dans l'étude des planètes dans d'autres systèmes solaires. Après la réussite de ces missions dans le système plutonien et la ceinture de Kuiper, New Horizons nous permet de mieux comprendre nos propres origines. Mais comment les scientifiques ont-ils eu l'idée d'envoyer une sonde vers Pluton, la ceinture de Kuiper et au-delà? Je suis quelqu'un de curieux. J'ai envie de comprendre les choses mystérieuses et inconnues. Envie que tout soit révélé. À chaque fois qu'on découvre une planète, c'est extraordinaire. On va de surprise en surprise. On apprend une foule de choses. Un point lumineux extrêmement lointain devient soudain un monde. On peut le cartographier, on peut compter ses cratères et voir ce qui se passe à sa surface. Au cours des 50 dernières années, un pays plus que tous les autres a ouvert le système solaire avant d'aller sonder la ceinture de Kuiper. Depuis 50 ans, les États-Unis ont exploré la totalité de notre système solaire et ont été les premiers à visiter chaque planète. Le résultat de ces missions, c'est que nous avons fait des découvertes considérables sur les mécanismes de la nature, la formation de la Terre et le système solaire. Je crois aussi que nous avons marqué le monde entier en démontrant de quoi notre société et notre pays étaient capables. New Horizons est la réponse adressée aux sceptiques et aux cyniques. On me demande souvent si nous sommes aussi bons qu'avant, aussi compétents, si l'Amérique est toujours l'Amérique du programme Apollo. New Horizons est un exemple de ce que nous savons faire le mieux. Faire l'histoire et concevoir des technologies nouvelles pour l'ensemble de l'humanité. Toutes les semaines, des données sont téléchargées, et ce, jusqu'au début de l'année 2017. 6 mois après le survol de Pluton, les dernières images transmises révèlent un monde à la géologie active, avec des formations étranges et inconnues. Celle-ci, par exemple, peut être un des plus grands cryovolcans du système solaire, entouré de mystérieuses taches rouges. Cette région est très certainement active, car on n'y trouve qu'un seul cratère d'impact, dont on ignore l'origine et la nature. Il a fallu une détermination sans faille, une patience infinie et une organisation minutieuse pour mener à bien la mission New Horizons. Mélange d'ingénierie et de science, c'est l'aboutissement de notre curiosité insatiable qui nous a menés jusqu'à la ceinture de Kuiper et nous pousse toujours au-delà.